Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 19 mai 2022. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Débutons par le sommaire. Crainte et risque de maladie au cachot du commissariat de Tchangouzo, à l'origine l'insalubrité causée par le surnombre des détenus. Et bientôt des véhicules neufs pour assurer le transport en commun dans la ville de Bujumbura. Les véhicules qui font actuellement cette activité ne seront plus autorisés qu'à travailler dans les quartiers périphériques, une mesure dénoncée par les conducteurs de ces véhicules, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Et enfin, la visite d'une dizaine de représentants de pays au camp de Douta pourrait être bénéfique aux réfugiés. Cette délégation a promis de plaider pour l'augmentation de la ration alimentaire de ces réfugiés, une ration qui venait d'être diminuée. Voilà pour le sommaire de ce journal qui vous est présenté par Inès Bekiza. Bonsoir ou bonjour et bienvenue. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page Droits de l'homme. Ils sont intimidés par des personnes qui seraient derrière la tentative d'assassinat Buller. Ils sont les proches de Jean Bosco Nilagira, le jeune homme de la colline Muzenga, zone Buhaïra, commune Mugui en province Chibitoke, qui a échappé de justesse à la mort après s'être fait attaquer par des gens armés de machettes dans une réunion de sécurité animé ce mercredi par l'administrateur d'Omogui. Les membres de la famille de Jean Bosco Nilagira ont indiqué, sans citer de nom, que les gens qui auraient attenté à la vie du leur ont menacé de les tuer s'ils continuent à suivre ce dossier. Écoutez un des membres de cette famille. Après que Jean Bosco s'était fait attaquer par machette, on a été convoqué par le parquet pour témoigner comme les premiers qu'il avait secourus après l'attaque. Mais après ça, des intimidations ont débuté. On nous dit que nous sommes des personnes sans valeur ayant fourni de faux témoignages. On menaçait de nous tuer à tout moment. C'est pour cette raison que nous restons toujours avec des inquiétudes. Menacés de nous tuer tout simplement parce que nous avons dit la vérité. Alors, chères autorités, veuillez rester près de nous. La population a besoin d'être tranquillisée. Nous sommes vraiment menacés. Mais malheureusement, même ces personnes qui nous menacent finiront aussi par mourir. Ils nous disent qu'ils s'occuperont de nous, tout comme ils l'ont fait pour Nilagira Jean Bosco. Je me demande s'ils ont la permission de tuer qui ils veulent. Alors, si c'est le cas, qu'ils nous tuent tous. Dans la même réunion, cette famille a publiquement accusé le parquet de Chibitoke de partialité dans cette affaire. Je vous propose d'écouter un autre membre de cette famille. jewe bwanje nk'usabika umuryango wawe muri sentare ndemeze ijana kwijana ko amatohoza ukorekana ko ubwa mbere byabayemo amanyanga aboneka no kwemeza n'imbere y'ijuru n'imbere y'isentare n'imbere y'undi muntu mu mategeko iyo umuntu mubonye magistrat. En toute ma personnalité et en tant que représentant de la famille devant la cour, je peux avouer 100% qu'il y a eu de magouilles dans les enquêtes. Les magouilles palpables que je peux confirmer devant le ciel et la cour. En principe, si un magistrat est partial, l'on a le droit de le rejeter. Mais j'ai bien constaté que le procureur d'alors a œuvré en connivence avec mon opposant à la cour pour ne pas recevoir nos plaintes. S'il s'avère nécessaire que je le justifie, je vais le faire. Une petite illustration avant que la Chambre de conseil ne délibère pour la libération de ces personnes. Notre avocat n'a pas été concerté. À notre demande sur ce vice de procédure pour avoir épargné l'avocat de Jean Bosco Nilagira, la réponse du procureur était diamétralement opposée à celle du magistrat. Et qu'en dit-on quant à la latitude de recours en déant 2 jours? Le lendemain,
lendemain, c'était un lundi, le magistrat nous a fait une réponse bizarre. C'était en fait un combat retardataire pour les 48 heures de recours prescrites par la loi puisque c'était à partir de vendredi. Moi-même, j'ai demandé le dossier à la greffe pénitentiaire, mais sans succès, puisque le dossier était confisqué par le procureur dans son bureau. Une fois au gouverneur provincial, rien n'a été rentable. Ce qui nous a fort frustrés, c'est qu'à la fin des enquêtes, la chambre de conseil et le nouveau procureur n'ont rien signifié. Ce qui prouve de pire montage et magouille en face de la cour qui devrait auditionner impartiellement. kuko byabaye ngaha mugacimbira uwo magistrat amaze kuzangura amatohoza ya nyuma inyuma y'iyo ngingo masanzwe iyo ngingo imaze guhera bisigura ko magistrat ko iciwe cyaheze hazaye kwagiriza abantu muri sentare. Selon des sources présentes dans la dite réunion, Melchiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, a voulu trop prendre de position et a juste demandé à la population présente d'éviter à tout prix tout ce qui est en rapport avec les croyances obscurantistes qui, selon lui, sont l'un des vecteurs d'insécurité dans cette commune. Et pour rappel, Jean Bosco Niragira a été attaqué par un groupe de personnes qui seraient ses voisins le 27 février de cette année. Droits de l'homme toujours, la vie du général Célestin Daïssaba, incarcéré dans la prison centrale d'Omuramvia, serait en danger. Les informations en possession de la RPA indiquent que l'état de santé de ce prisonnier se détériore au jour le jour. Malgré son état de santé alarmant, le régime lui aurait refusé l'autorisation d'aller se faire soigner, même si les responsables pénitentiaires ont déjà signalé la gravité de son état. Eloge Divin Micha nous en dit plus. Général Célestin Daïssaba, connu sous le sobriquet d'Okibadashi, fait partie d'un groupe de personnes incarcérées pour assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans ce dossier, il y a également 17 autres individus poursuivis par la justice burundaise, mais qui n'ont pas été arrêtés car vivant en exil. Depuis le mois de novembre 2018, Général Célestin Daïssaba est en détention à la prison centrale d'Omuramvia. Selon nos sources, sa santé, qui était déjà fragile, n'a alors cessé de se détériorer au fil des années. Les mêmes sources révèlent qu'il a pourtant, en maintes reprises, cherché à obtenir l'autorisation d'aller se faire soigner, mais les autorités ont choisi d'ignorer sa requête et n'ont jamais compati à sa souffrance. Nos sources au sein du personnel de la prison centrale d'Omuramvia révèlent que même l'hôpital d'Omuramvia a déjà déclaré que son état de santé s'est beaucoup aggravé et qu'il faut donc qu'il soit transféré vers Bujumbura afin de recevoir des soins plus appropriés, mais en vain. Le directeur de la prison de Muramvia, Jean-Paul Nyongabo, aurait lui aussi plaidé en sa faveur, mais sans succès, indiquent toujours les sources de la RPA parmi le personnel de la dite prison. Au regard de la gravité de son état de santé et du refus catégorique des autorités à autoriser son transfert, nos sources indiquent que le but du pouvoir en place serait d'achever le général Daïssaba, vu qu'il le prive de son droit aux soins de santé, un droit pourtant lui reconnu par la loi. Joint par la rédaction de la RPA, Pierre Claver Miburo, directeur général des affaires pénitentiaires, nous a rapproché au nez une fois mis au courant de l'objet de notre appel. Et je vous l'avais dit au début du journal, la surpopulation carcérale au commissariat de police de la province Changuzo inquiète les personnes y détenues. C'est au moment où certaines maladies liées à la saleté commencent à se manifester suite à l'insalubrité, notamment celle des latrines. Les détails ici avec Emmanuel Niungeko. Dans ce cachot du commissariat de la province Changuzo se trouvent des cellules. L'une mesure 2 mètres sur 2 mètres et l'autre 3 mètres sur 2. Des sources proches de ce cachot indiquent un très grand nombre de détenus sur place. Chaque cellule abrite entre 18 et 20 détenus, alors qu'il était prévu de ne pas dépasser entre 8 et 10 prévenus par cellule. Des sources qui indiquent les conditions difficiles de détention quant au moyen de dormir. Certains restant debout, d'autres couchant à même le ciment sans couverture. Dans ce même cachot, une situation d'insalubrité, des toilettes qui débordent avec des détenus qui font leurs besoins au-dessus des toilettes. Une situation qui provoque d'odeurs nauséabondes. Les détenus se plaignent que si la situation sanitaire ne s'améliore pas, ils risquent d'attraper des maladies causées par la saleté. La preuve, certains commencent à contracter la diarrhée. Des mêmes sources proches de ce cachot indiquent les raisons de la longue durée de détention. Leur procès tarde à être tranché et la pénurie de carburant. Tous ces facteurs rendent
de leur transfert difficile dans la prison centrale de Ruyigi. Dans ce cachot, nous rappelons ce fait que des détenus viennent d'y passer 3 mois en prévention sans recours au juge. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général des affaires pénitentiaires pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Emmanuel Niyungeko. Et le gouvernement Ndayishimiye devrait condamner publiquement les atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité, les Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au lieu de s'attaquer aux opposants. Il s'agit entre autres des recommandations de Human Rights Watch à travers son rapport d'analyse sorti ce mercredi. Cette organisation exhorte également les partenaires du Burundi à exiger du gouvernement de Gitega des actions concrètes et mesurables en matière de répression des violations des droits humains. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Les personnes soupçonnées d'appartenir à des partis d'opposition ou de collaborer avec des groupes d'opposition armés sont principalement les cibles des cas de tuerie, de détention arbitraire et de torture. Telle est la déclaration de Human Rights Watch de ce 18 mai, laquelle déclaration souligne que ces exactions ont été perpétrées par les services nationaux de renseignement, la police et les membres de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et Human Rights Watch de préciser que certains meurtres ont même été reconnus par plusieurs officiers de l'armée et de la police à travers des enregistrements vidéo analysés et authentifiés par cette organisation. Pour Clémentine Domonjoy, chercheuse auprès de la division Afrique à Human Rights Watch, le gouvernement du président Evariste Ndayishimiye devrait s'assurer que les responsables de ces abus répondent de leurs actes au lieu de cibler des opposants présumés. Dans son rapport, Human Rights Watch indique que le constat est que dans les provinces de Chibitoke et Kayanza, où se sont concentrées les récentes recherches de cette organisation, l'impunité, l'absence d'enquête transparente et l'ingérence politique dans le système judiciaire ont exacerbé plutôt qu'elles ne réduisaient l'insécurité. De ce fait, Human Rights Watch recommande au gouvernement Ndayishimiye de condamner publiquement les atteintes aux droits humains en grande partie commises par les forces de sécurité de l'État et les membres de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et garantir la sécurité, la liberté d'expression, de réunion et d'association. Human Rights Watch demande également aux groupes armés basés au Burundi de cesser de commettre des atteintes aux droits humains et des actes de violence contre les agents de l'État et les civils. Après avoir déploré que le portrait flatteur de la situation des droits humains au Burundi brossé par la communauté internationale est en contradiction avec la réalité décrite par la population locale, Human Rights Watch recommande notamment à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux institutions des Nations Unies de dénoncer publiquement les atteintes aux droits humains et de s'assurer que les autorités burundaises traduisent en justice les responsables de ces crimes. Selon toujours cette organisation, ses partenaires internationaux et régionaux du Burundi devraient également exiger publiquement la libération immédiate et sans condition de Tony Germain Nina et de toutes les autres personnes injustement détenues et exhorter les autorités burundaises à permettre au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi d'accéder sans entrave au pays et à la communauté d'Afrique de l'Est. Il leur est demandé de veiller à ce que le respect des principes des droits humains et de l'état de droit soit au centre du processus de négociation mené par la dite communauté pour rétablir la paix et la sécurité régionale. Poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Personne ne devrait nier la situation économique délicate des Burundais. Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, rappelle que même les organes du pays le montrent à travers des rapports. Les dirigeants devraient donc considérer la réalité sur le terrain et accomplir plutôt leur devoir de trouver la solution. Suivez Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM. Les principaux indicateurs qui montrent que la cherté de la vie saute aux yeux des Burundais, c'est d'abord l'inflation. L'inflation est presque généralisée, même les chiffres d'Oris Debout remontrent clairement. Ça dépasse 8%, voire même 10% double. Deuxièmement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand les produits sont en quantité suffisante, c'est-à-dire que le prix doit diminuer. Ce qui est contraire chez nous. Maintenant, la plupart des produits, en prix qu'ils sont introuvables, les prix ont été multipliés, soit par 2, voire même plus que 2, surtout pour certains produits vivriers.
ce qu'on ne peut pas parler, ce sont des produits importés. Donc, il y a vraiment un grand problème. Certes, il y a des facteurs exogènes qui ne dépendent pas du Burundi, mais quand même, il y a des facteurs endogènes qui dépendent du Burundi. Par exemple, la pénurie des produits pétroliers. Ça ne dépend pas du Burundi, mais le Burundi devait quand même constituer un stock stratégique pour qu'on puisse avoir ces produits. Dans d'autres pays, ces produits ont été revus à la hausse, mais quand même, ils sont trouvables. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ça fait plus de 3 mois qu'on ne parvient pas à avoir facilement les produits pétroliers. Et vous le savez, les produits pétroliers, s'ils sont revus à la hausse, c'est tous les produits qui sont revus à la hausse. Voilà le grand problème. Mais en fait, à cause du manque criant des devises, nous avons un problème de tous les produits importés. Et les produits vivriers que nous cultivons ici au Burundi sont devenus très chers, soit à cause de la météo, mais aussi il y a d'autres facteurs. Mais le gouvernement est là justement pour faire face à ces aléas, les aléas climatiques et bien d'autres aléas. C'est pour cette raison par ailleurs qui sont payés. Donc, pour nous, nous pensons que la situation est là, seulement il faut qu'elle soit gérée telle qu'elle est. Mais pour l'ORICOM, la situation, franchement, les Burundais actuellement se trouvent dans cette situation délicate. Et pour rappel, dans une conférence de presse tenue mardi dernier, le président Évariste Ndayishimiye a affirmé que les Burundais n'ont pas faim, une affirmation qu'il a justifiée par le fait que les Burundais n'ont pas encore brisé leurs coutumes et adopté de nouveaux régimes alimentaires interdits par leurs ancêtres. Je vous l'avais dit aussi au début, le problème de transport qui s'observe depuis plusieurs jours en mairie de Bujumbura sera résolu dans un délai d'un mois et demi. Ceci a été dit ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui répondait aux questions orales des sénateurs. Le ministre Gervais Ndirakobucha a indiqué qu'un effectif de 60 à 100 bus seront amenés dans la ville de Bujumbura, ce qui permettra d'expulser les bus vétustes du centre-ville pour qu'ils aillent travailler dans les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura. Suivez le ministre Gervais Ndirakobucha. Pour les personnes qui se déplacent pour se rendre au travail, je ne doute pas que ce problème de transport sera résolu dans les jours à venir. Vous pouvez me demander ce qui me fait croire que ce problème va trouver une solution. Le gouvernement a pu aider les particuliers qui sont en train d'importer de gros bus pour que le transport dans la ville de Bujumbura puisse bien fonctionner. Il y a alors des personnes qui ont reçu des devises dans la banque centrale BRB qui vont amener entre 60 et 100 bus qui ont chacun 30 places et qui vont assurer le transport dans la ville de Bujumbura. Dans un délai d'un mois et demi, ces bus seront déjà arrivés. Nous n'avons alors aucun doute que le problème de transport sera résolu, ce qui va aussi nous aider à déplacer les autres bus en état vétuste vers les quartiers périphériques pour garder une bonne image de notre ville de Bujumbura. Et les chauffeurs de bus de transport en commun en mairie de Bujumbura sont inquiétés par cette annonce du ministre de l'Intérieur de l'arrivée imminente des véhicules neufs pour assurer le transport dans la ville de Bujumbura en reléguant les véhicules qui faisaient jusque-là l'activité à la périphérie de la ville. Ces chauffeurs estiment que c'est la continuité de l'application des mesures qui appauvrissent les citoyens. Écoutez ces chauffeurs qui se sont confiés à la RPA. hari imvuga yuko bagiye gukura amabisi amwe amahiyasi amwe amakwasiteri cyangwa amahiyasi amwe mu gisagara cya Bujumbura bakaza gukora Il y a une mesure qui dit qu'on va enlever certains bus, PIAS et Quaster de la mairie de Bujumbura pour les envoyer travailler à la périphérie de la capitale. Je pense que cette mesure va continuer à appauvrir le petit peuple. Il y a des autorités qui ne rêvent qu'à l'oppression des citoyens. Vraiment, nous sommes très affligés par cette mesure et pourtant, ils n'ont jamais cessé de collecter des impôts et ils nous exigent plusieurs documents. Ils ont chassé nos frères qui conduisaient des vélos et motos. Maintenant, c'est notre tour.
Il est grand temps que le peuple revendique son droit parce que ces gens n'aiment pas le pays. Pourquoi ils ne peuvent pas nous aider pour que nous achetions ces véhicules neufs? On ne sait même pas la provenance de ces véhicules. Ils vont les emmener dans la capitale et nous envoyer à la périphérie. Avec cette cherté de la vie, où allons-nous trouver des clients? C'est vraiment horrible. Les autorités de ce pays ne songent pas au développement du petit peuple. On ne sait pas si elles resteront seules dans cette ville. Qu'ils amènent ces véhicules et nous allons mourir d'off. Nous allons mener une vie très difficile. On va manquer la ration pour nos enfants. Et pourtant, ils vont continuer à nous exiger des documents. Pire encore, on n'a même pas du carburant pour faire ce travail. Nous manquons de carburant, de l'argent, on manque d'auto et on est persécuté par ces autorités. Que le bon Dieu aide le Burundi. n'umutegetsi ku myanya hasi kwiga tegoma abayobozi kwinamira mu Burundi muri buke hano barafite abagabo nabyo kuvuga ngo barinze kubwira abantu abagabo Et toi, tu ne connais pas ces hommes, ils ne consultent personne, ils prennent des décisions sans aucune concertation. Il n'y a pas eu de réunion sur cette question, on n'était même pas informé. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes très inquiets. Même si tu vas à ces stations, il n'y a pas de carburant. Non, on n'a rien à leur demander puisqu'ils ne font qu'appliquer leur plan. Et gouvernance toujours, la candidature du député Olivier Sougoulou à la tête de la CFCIB est contestée par sa concurrente. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, Ginette Kalile-Kinyana parle d'incompatibilité interdite par la Constitution. Émile Nivasumba. Ginette Kalile-Kinyana a dit dans la correspondance adressée au président Évariste Ndayishimiye que le député Olivier Sougoulou n'est pas éligible au poste de président de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi dans les élections prévues mardi prochain. Selon la vice-présidente de la CFCIB, cette candidature viole la Constitution. La Constitution qui a été violée depuis l'élection d'Olivier Sougoulou à l'Assemblée nationale, selon Ginette Kalile-Kinyana, qui explique qu'à l'époque, Olivier Sougoulou n'a pas pris la sage décision de démissionner au sein de l'OBR. Ginette Kalile-Kinyana cite l'article 154 de la Constitution selon lequel le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national et que tout mandat impératif est nul. Elle cite également l'article 160 selon lequel un député ou un sénateur nommé au gouvernement ou à toute fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et qu'il accepte cesse immédiatement de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat et est remplacé par son suppléant. Ginette Kalile-Kinyana évoque également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parle d'incompatibilité. Ginette Kalile-Kinyana demande que le député Olivier Sougoulou soit retiré de la liste des candidats à la présidence de la CFCIB. Par exemple, s'il est élu à la tête de la CFCIB, il sera automatiquement président du conseil d'administration de l'institution publique ADB, signale Ginette Kalile-Kinyana. Il est également président du conseil d'administration de l'Office burundais des recettes. Ajoute la vice-présidente de la CFCIB, Olivier Sougoulou, sera donc en même temps dans l'exécutif, dans le législatif et dans le privé, continue d'expliquer Ginette Kalile-Kinyana. Mais son comportement a été dénoncé par le président sortant de la CFCIB qui estime qu'elle devrait plutôt saisir le conseil de surveillance. Audace Ndaizeye a même demandé à ce conseil de suggérer des mesures correctives à l'endroit de Ginette Kalile-Kinyana au plus tard ce jeudi. La vie devient de plus en plus dure pour les maçons de la province Bujumbura. L'argent qu'ils perçoivent ne leur permet plus à subvenir à leurs besoins. En cas de maladie, l'accès aux structures de santé n'est plus possible pour plusieurs. Ils font recours à l'automédication. Suivi ce maçon de la commune Kanyosha.
hamwe wo kubwira ngo mu Burundi hari umuntu agishobora kurwara ngo yivuze ivyo bintu yoba ariko Si quelqu'un te dirait qu'au Burundi, un citoyen peut se faire soigner en cas de maladie, il te mentirait. Puisque à tenir compte des mères enceintes, soi-disant être exonéré pour les soins, aux structures de soins dont te prescrit un médicament pour par après te renvoyer à t'approvisionner ailleurs. Imaginez-vous si cela se passe chez les fonctionnaires de l'État. Pour nous les tâcherons qui touchent 12 000 francs et qui devront assurer le déplacement des enfants qui vont à l'école et notre propre déplacement pour assurer vie. Crois-tu que c'est faisable? Les gens se rabattent à des comprimés paracétamol pour soulager les maux et douleurs de la tête tout simplement. Sinon, rien n'est facile mon frère. Et page réfugiés à présent, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les camps des réfugiés, CBDH juge fondé les inquiétudes des réfugiés burundais vivant en Tanzanie sur un possible rapatriement forcé. Pour Léopold Shalangabo, le vice-président de cette coalition, le manque de concertation sur l'envoi d'un groupe de réfugiés au Burundi dans le but de s'enquérir de la situation sécuritaire afin de revenir convaincre les autres de rentrer n'augure rien de bon. Léopold Shalangabo demande à la communauté internationale de suivre de près cette question afin que ce qui s'est passé en 2012 au camp de Mutabira, où ce programme Go and See Come to Tell a été suivi d'un rapatriement forcé, ne se reproduisent plus, d'autant plus que les crimes contre l'humanité persistent au Burundi. Suivez Léopold Shalangabo. On comprend bien les réfugiés qui disent que la Tanzanie aurait dû consulter les réfugiés parce que on dit qu'il y a rapatriement volontaire quand les réfugiés rentrent par leur volonté. Avant que les réfugiés ne soient rapatriés, on doit d'abord leur montrer qu'il y a la paix dans son pays. Un pays peut même choisir en collaboration avec le HCR quelques éléments de réfugiés pour aller se renseigner s'il y a la paix dans le pays. Nous savons aussi qu'au Burundi, il n'y a pas encore la paix. Ouais, même les rapports de Human Rights Watch et aussi de l'IGTEC et les autres organisations internationales, les organisations qui disent souvent ce que nous avons souvent signalé. Il y a encore des tueries, des tortures, des dispersions forcées, sans oublier alors des intimidations à l'encontre des opposants du pouvoir de Kitega et défenseurs des droits de l'homme. Dans ce village du cas, nous sommes inquiétés que les réfugiés risqueront de subir le même sort de ceux de 2012. Et donc, à Mutabira, quand la Tanzanie a rapatrié forcément les réfugiés burundais, ce jour-là, les policiers et les militaires ont tué beaucoup de réfugiés. C'est pour cette raison alors que la village du cas demande d'abord au gouvernement tanzanien de ne plus se cacher derrière cela pour continuer de rapatrier forcément ces burundais. Bien sûr, ça allait le elle demande au HCR de continuer de plaider pour les réfugiés pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes la décision de rentrer. Nous n'oublions pas alors de demander à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe en Tanzanie et veiller à ce que l'incident de 2012 ne se reproduise pas. Et dernier dossier de ce journal, le problème de diminution de la ration alimentaire pour les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie toujours serait en voie d'être résolu. Les réfugiés fondent leur espoir sous la promesse faite par une équipe de représentants de 17 pays lors d'une visite dans le camp en début de cette semaine. Après avoir remarqué l'insuffisance de la nourriture donnée aux réfugiés, ils ont promis de leur venir en aide. L'édité avec Eric Nyonzima. C'est l'un des réfugiés burundais du camp de Duta qui raconte l'une des promesses faites par des visiteurs venus de l'Europe et du Canada au début de cette semaine. Résoudre le problème de l'insuffisance de les rations alimentaires fait partie des promesses faites à ces réfugiés, comme témoigne l'un d'eux. Les visiteurs représentaient 17 pays, dont certains de l'Europe, mais aussi du Canada. Leur objectif était de voir la situation des réfugiés burundais qui vivent dans le camp dont
Douta. Après leur visite, ils ont promis de faire quelque chose très bientôt. Donc, ils ont dit qu'ils vont soit changer notre ration ou augmenter sa quantité, car ça fait 7 ans que nous consommons la même nourriture. Cette promesse a été faite après la visite de différents lieux au camp, y compris l'endroit où ils reçoivent l'aide alimentaire. Ce réfugié indique que l'équipe des visiteurs a été très étonnée de voir la quantité de la nourriture accordée aux réfugiés. Ces invités sont même parvenus à visiter l'un des lieux où nous recevons nos aides. Ce qui est clair est qu'ils ont constaté eux-mêmes l'insuffisance de la nourriture. Par exemple, ils ont vu que pour l'huile, chaque réfugié reçoit l'équivalent de 15 grammes d'huile par jour, donc 420 grammes dans 28 jours. Concernant le sel, ils ont remarqué eux-mêmes que dans 28 jours, chacun utilise 140 grammes de sel. Bref, ils ont compris que nous vivons dans le calvaire ici et que c'est impossible de vivre comme ça. Les informations en provenance du camp de Douta font savoir que depuis 2015, le régime alimentaire n'a pas changé pour les réfugiés. Une question qui sera aussi prise en considération. Outre le problème lié à l'alimentation, ces visiteurs ont également promis de réviser la liste des réfugiés qui se sont fait enregistrer pour être rapatriés afin de savoir s'ils veulent rentrer de leur propre gré. Des questions en rapport avec la santé et l'éducation ont également été abordées. Rappelons que ces derniers jours, les réfugiés du camp de Douta avait crié haut et fort pour alerter sur la famine qui servit dans le cas suite à la diminution de les rations alimentaires. Merci à toi Eric Niyonzima. Et chers auditeurs, voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci aux collègues pour leur contribution. Au micro, vous étiez avec Inès Kekiza. Passez de bons moments.